Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal des correspondants. Notre tour d'horizon des sujets proposés cette semaine par nos correspondants nous conduira au Congo, au Cameroun, au Tchad, au Mali et en Guinée. Première destination, le Congo. Le pays a célébré la semaine dernière la 35e édition de sa journée nationale de l'arbre. À l'occasion, le gouvernement et plusieurs compagnies installées au Congo comme Total Energy ont planté des milliers d'arbres à travers tout le pays. Objectif, lutter contre les effets du changement climatique. Reportage Louis-Marcel Satou. Cette opération de planting d'arbres sur la plaine de Nganuo, à environ 27 km du district de Ngo, constitue l'étape première de la campagne de plantation de Total Energy qui consistera à développer 40 000 hectares, dont 38 000 hectares destinés aux puits de carbone et 2 000 hectares de forêts associées à des activités agroforestières. Le projet Bakassi s'inscrit pleinement dans cette vision. D'une part, en contribuant à la protection des forêts présentes dans la réserve de la Léfini, et d'autre part, en développant une nouvelle filière forestière durable en République du Congo. La forêt qui va être plantée sur ce site des plateaux Bateke constituera un puits de carbone de plus de 10 millions de tonnes d'équivalent carbone, comme nous venons de le suivre, séquestré sur une période de 20 ans. Ce projet à haute intensité de main-d'œuvre est conçu pour générer de multiples bénéfices socio-économiques et environnementaux. En effet, les activités qui y seront développées seront créatrices d'environ 1000 emplois directs qui impacteront positivement plusieurs milliers de jeunes Congolais. Signé en mars dernier par la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo et le directeur général de Total EP Congo Martin Desfontaines, le projet Bakassi sera exécuté par la société Forest Neutral Congo, partenaire de Total. Pour faciliter la résolution de la crise sécuritaire qui secourt les régions anglophones du Cameroun du fait des mouvements séparatistes, le gouvernement du président Paul Biya a voté en 2019 une loi accordant un statut particulier à ces localités minoritaires du pays. Que prévoit ce statut particulier? Élément de réponse dans ce sujet de Chimène Baleba et Cyril Nguidjoy. La loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées qui attribue un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun est l'une des résolutions historiques pour répondre aux revendications des forces vives de ces parties du pays. Adoptée le 24 décembre 2019 à l'issue du grand dialogue national initié par le président Paul Biya, le statut spécial prévoit un ensemble de privilèges pour ces deux régions minoritaires du Cameroun et leur offre plus d'autonomie, notamment sur le plan éducatif. Ils ont l'opportunité et l'avantage que les autres 8 régions n'ont pas d'être consultés par le pouvoir national, le pouvoir central, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la justice. Ces textes confèrent la mise en place des assemblées régionales exclusivement dans les régions anglophones. Elles bénéficient donc d'une chambre des représentants et d'une chambre des chefferies traditionnelles. Les populations ont aussi le pouvoir d'impulser le développement des régions. Ils peuvent créer l'agence de ceci, l'autorité de ceci, la société de ceci, en ce qui concerne leur région, pour accélérer leur développement. Les autres 8 régions n'ont pas cette opportunité ou ce pouvoir-là. Autre avantage, la mise en place d'un Public Independent Conciliator qui joue entre autres le rôle de médiateur entre le pouvoir central et les collectivités territoriales décentralisées. Ils n'ont pas besoin de demander à Yaoundé ou de demander à un ministre ou de demander à un juge de les aider au cas de conflit. Au cas de conflit ou pour éviter le conflit, il y a un pouvoir autonome. C'est un ressortissant de la région chargé de résoudre, d'éviter et de gérer des conflits. Le processus d'implémentation a démarré avec l'élection des conseillers régionaux et des médiateurs des deux régions. En adoptant cette loi, le président camerounais espère trouver une solution pacifique à la crise dite anglophone
qui a déjà fait plus de 2000 victimes selon des organismes internationaux. Au Mali, les partis politiques et regroupements politiques disent non à la prolongation de la transition dans le pays. À la faveur d'un géant meeting tenu le week-end dernier, ils ont appelé le gouvernement à respecter le délai de 18 mois consenti pour l'organisation des élections démocratiques dans le pays. Reportage Bouraïma Soulo. C'est la salle Banzoumana Sissoko du Palais de la Culture archi-comble qui a abrité le meeting du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Dans sa déclaration, le cadre d'échange des partis politiques pointe du doigt à un certain nombre d'initiatives du gouvernement Choguel Kokala Maïga qui risquent de mettre à mal la transition. Nous, partis du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali, constatons une profonde cassure de la dynamique de la réussite de la transition, conséquence des ratassages du chronogramme, de la création forcée de l'organe unique de gestion des élections et des résultats qui sont attendus par les assises qui ne sont pas nécessaires et dépensières. Exigeons du gouvernement du Mali le respect de ses engagements vis-à-vis du peuple malien et de la communauté internationale. Ainsi, nous enjoignons le gouvernement dans les plus brefs délais à se ressaisir et faire le réalisable et prioritaire dans les délais impartis pour le bien de notre peuple. Et nous lui rappelons son obsolescence programmée pour la fin de la transition de 18 mois. Le meeting était aussi l'occasion pour le cadre d'échange des partis politiques de passer à la revue le bilan du gouvernement de la transition. Depuis un an, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, elle s'aggrave. Depuis un an, les indices de notre économie sont au rouge. Depuis un an, nous constatons une atteinte aux droits et libertés fondamentales des citoyens garantis par la Constitution. C'est pourquoi nous, femmes du Mali, demandons un sursaut national pour sauver notre pays d'une impasse politico-sécuritaire sans précédent. Le gouvernement de la transition s'est engagé dans un bras de fer avec la communauté internationale autour de l'organisation des élections présidentielles. Une situation déplorée par le cadre d'échange des partis politiques. Ça fait 14 mois, effectivement, que nous avons été appelés à compter d'abord, à compter seulement sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est plus qu'évident que le Mali, pour sa sécurité, pour son développement, a besoin du reste du monde. Le Mali ne peut pas vivre comme dans un îlot isolé. À l'issue de la troisième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée, tenue le 7 novembre dernier à Accra, l'organisation ouest-africaine a durci ses sanctions individuelles contre les autorités de la transition malienne. Le cadre d'échange des partis politiques a aussi menacé d'envahir la mythique place de l'indépendance dans les semaines à venir. Autrefois installés sur les rives du fleuve Chari qui longe la ville de N'Djamena et ses périphéries, les jardins potagers prennent désormais des dimensions sérieuses dans les espaces libres en plein cœur de la capitale tchadienne. Comme nous le montre ici dans ce reportage notre correspondant sur place Théophile Kadnouba. Des jardins potagers, des vergers, voire des champs de maïs, du riz, de patates et d'autres tubercules. Ces verdures que l'on ne pouvait qu'observer sur le bord du fleuve Chari qui longe la capitale tchadienne, N'Djamena, il y a de cela 5 ans, prennent des dimensions importantes en pleine ville. Et les raisons sont multiples. Avant, on faisait juste c'est un lieu de distraction et faire un peu aussi le sport. Mais avec l'apparition du coronavirus, le temps est devenu dur et on n'a pas d'autres activités à faire. Donc on est revenu mettre du sérieux dans ça pour nourrir la famille. Si ces jeunes étudiants de 27 ans font ce travail de la terre beaucoup plus par passion, ce sexagénaire, lui, est poussé dans ce métier par contrainte. Je suis un ingénieur de bâtiment. Après, il n'y a pas le boulot.
On est resté dans le quartier sur le tas comme ça. C'est comme ça que j'ai préféré venir tourner la terre. Ces hommes qui s'estiment heureux de vivre à la sueur de leur front évoquent quelques difficultés qui les empêchent de faire normalement leur travail en toute saison. Le grand problème, c'est le problème d'eau. S'il n'y a pas l'eau, là, il y a des jardins. Les gens en profitent, c'est comme ça que je fais les patates. Mais après les pluies, je ne peux pas faire les patates, je fais des salades. L'agence italienne pour la coopération rurale en Afrique, signataire du pacte de Milan, qui s'inscrit dans le cadre du projet Jardin urbain inclusif pour la sécurité alimentaire dans la capitale, s'investit à améliorer les conditions de travail de ces hommes qui contribuent à la lutte contre la crise alimentaire. Les appuis que nous donnons à ces maraîchers, appuis orientés vers la formation, vers l'appui matériel, vers les aménagements des sites pour leur permettre de mieux produire. De l'année passée jusqu'à cette année, nous avons appuyé quelques 600 maraîchers au niveau de la ville de N'Djamena. Ces hommes ne cachent pas leur satisfaction vis-à-vis de cette reconversion, car remuer la terre, semer les graines, arroser et repiquer les pépinières ne leur permet pas seulement de subsister, mais aussi à se maintenir en forme. En Guinée, une quinzaine de personnes en situation de handicap ont décidé d'abandonner la mendicité pour devenir des entrepreneurs. Réunies en coopérative, elles excellent dans la fabrication de chaussures et de sacs. Sagnon Kourouma, notre correspondant sur place, est allé à leur rencontre. Immobilisé sur sa tricycle, Bernard vient chercher sa petite fille après ses heures de cours. Bonsoir madame. Oui. Mariam est l'unique espoir de Bernard, victime de handicap depuis sa naissance. Aujourd'hui, Bernard, 40 ans, se bat pour que sa petite fille de 3 ans devienne un jour dirigeante du pays. Attends. Mon rêve est que ma fille devienne la présidente de la République, parce que moi je n'ai pas eu la chance de continuer des cours. Mon souhait c'est qu'elle finisse des études de devenir la présidente de la République. Et pour réaliser son rêve, Bernard se paie le luxe d'amener sa fille dans l'une des meilleures écoles du pays. Ici, la scolarité lui coûte par an plus de 2 millions de francs guinéens, une fortune en Guinée. Regarde. Si Bernard arrive aujourd'hui à assurer les frais de scolarité de sa fille, c'est grâce à son entreprise de maroquinerie qu'il a créée il y a 6 ans. Vous avez vu, c'est un atelier pour des personnes à mobilité réduite. C'est notre atelier. Nous, on a préféré être en activité au lieu de tendre la main sur la route. Être handicapé n'est pas condamné à la mendicité. Donc on peut faire de temps d'autres. Et voici nous, l'exemplaire. C'est en 2015 que Bernard a eu l'idée de s'autonomiser. Au départ avec sa femme, puis il a fait appel à 15 autres de ses amis à mobilité réduite. Des personnes qui faisaient alors de la mendicité. Et aujourd'hui, Bernard et compagnie gagnent leur vie à leur business. Le projet là me va parce que je suis logé et j'ai les enfants pour accompagner à l'école aussi. Tu as vu le sac? 80 000, 100 000, 55 000, ça dépend. Et nous voulons quitter sur la route, devenir des entrepreneurs, pas des petites entrepreneurs, mais les grands entrepreneurs. Nous voulons en 2 ans, 3 ans, nous avons une grande usine de fabrication de paires de chaussures de marque Man de Guinée. Leur objectif désormais est de convaincre les autres personnes victimes de handicap à s'engager dans l'entrepreneuriat. Pour les sensibiliser, eux aussi, ils vont faire comme nous. Même si ce n'est pas eux tous, mais notre objectif c'est ça. On va aller les sensibiliser, ils vont venir faire comme nous, avec nous, à l'atelier.
En Guinée, les personnes victimes de handicap sont généralement réduites à la mendicité. Bernard et son équipe, eux, se distinguent dans le pays en refusant le monde des autres au profit de leur initiative inédite dans le pays. Terminus, tout le monde descend, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.